Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a laissé 200 000 $. Mais mes parents ont décidé que mon frère, Alexandre, méritait plus et se sont appropriés mon héritage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était ce que j'allais faire. Le jour où le testament de grand-mère a été lu, a tout changé. J'étais assise dans le cabinet de l'avocat, encore sous le choc du funèbre de la semaine précédente. Nous avions une relation très spéciale. Elle m'avait appris à cuisiner, écouter mes rêves et avait toujours confiance en moi, alors que mes parents semblaient toujours trop occupés à satisfaire les besoins constants d'Alexandre. Quand l'avocat a annoncé qu'elle m'avait légué 200 000 $, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir mon souffle. C'était sa façon de s'assurer que j'aurais un avenir sûr, de me donner les bases que, selon elle, mes parents ne pourraient jamais m'offrir. Elle a toujours eu un grand attachement pour toi, a dit l'avocat en glissant les documents sur son bureau. J'ai hoché la tête, les larmes embuant ma vision. Cet argent signifiait enfin que je pourrais rembourser mes prêts étudiants, voire même verser un acompte sur une petite maison, des choses qui me paraissaient impossibles. Avec mon salaire d'enseignante. Pendant 3 semaines, j'ai attendu le virement en planifiant minutieusement mon futur. J'ai même commencé à regarder des petites maisons dans des quartiers tranquilles, imaginant un nouveau départ. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mes parents assis à la table de la cuisine, avec une gravité inhabituelle. Les mains de ma mère, Isabelle, étaient crispées, et mon père, Michel, évitait de croiser mon regard. « Sophie, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix douce qui annonçait toujours une mauvaise nouvelle. Je me suis assise, un nœud au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Michel a raclé sa gorge. Il s'agit de l'argent de grand-mère. Mon estomac s'est retourné. De quoi tu parles exactement? Nous avons dû prendre une décision difficile, expliqua Isabelle en tendant la main vers moi, que je repoussai instinctivement. Michel soupira profondément. Ton frère a besoin de cet argent bien plus que toi. Il est submergé par les dettes de son entreprise et, s'il n'obtient pas rapidement de l'aide, il va tout perdre. Je les regardais, d'abord incrédule, puis avec une horreur grandissante. Vous avez donné mon héritage à Alexandre. Ma mère esquissa un sourire triste, celui que je détestais tant. Sophie, tu réussis si bien. Tu es indépendante, responsable. Alexandre n'est pas comme toi. Lui, il a besoin de plus de soutien. Cet argent était à moi, murmurai-je. Grand-mère voulait que je le reçoive. Nous sommes une famille, répliqua Michel d'un ton ferme. Nous faisons ce qui est le mieux pour tous. J'ai eu l'impression qu'on m'avait asséné un coup de poing au cœur. Pendant un instant, je n'ai pu ni parler ni respirer. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Vous n'aviez aucun droit, réussis-je à articuler d'une voix tremblante. C'était mon héritage. Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour Alexandre ni pour vous. Isabelle tenta de me prendre la main. Ma chérie, essaie de comprendre. L'entreprise d'Alexandre est au bord du gouffre. Il a une famille à nourrir. Et moi alors? Me suis-je exclamé en me levant si brusquement que ma chaise faillit tomber. J'ai travaillé 2 emplois pour payer mes études pendant que vous financiez les échecs d'Alexandre. Je n'ai jamais rien demandé. Le visage de Michel se ferma. Ce n'est pas juste, Sophie. Nous avons toujours essayé de traiter chacun équitablement. Je laissai échapper un rire amer qui me fit mal aux oreilles. Équitable? Depuis? Quand tout a jamais été équitable? Alexandre reçoit des voitures neuves pour son anniversaire, alors que je me contente d'un pull. Quand il fait des erreurs, vous venez à sa rescousse. Mais si je réussis, c'est comme si c'était acquis d'avance. Rien n'est juste dans tout ça. Un jour tu comprendras, dit Isabelle avec cette patience qui m'agaçait tant. Quand tu auras tes propres enfants, tu verras que parfois l'un a besoin de plus que l'autre. Cette révélation m'a frappé comme une vague. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Vous me privez de ce qui m'appartient, pour le donner à Alexandre depuis toujours. Le silence qui suivit en disait long. Combien exactement? Ai-je exigé d'une voix ferme. Michel se tortilla légèrement. Tout, répondit-il. Il avait absolument besoin de tout. Le monde semblait tourner. 200 000 $, mon avenir, ma sécurité, tout s'était envolé. Vous,
Allez devoir le rendre, déclarai-je. Isabelle paraissait surprise. Sophie, on ne peut pas simplement... Je me fiche de comment vous allez faire. Cet argent est à moi, légalement à moi. Vous n'aviez aucun droit de le toucher. Nous sommes tes parents, reprit Michel, comme si cela justifiait tout. Nous, prenons des décisions pour la famille. Plus maintenant, interrompis-je en attrapant mes clés. Pas avec moi. Je partis en claquant la porte derrière moi. Dans ma voiture, je laissai enfin couler mes larmes. Il m'avait trahi de la IAE, pire des façons. Il m'avait volé mon avenir et s'attendait à ce que j'accepte ça, comme toujours. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'allais pas simplement avaler ma colère et ma déception. Cette fois, j'allais me battre. Cette nuit-là, je passais la nuit dans un motel bon marché, incapable d'affronter l'idée de retourner dans l'appartement que je partageais avec une colocataire. J'avais besoin d'être seul, de réfléchir. Au matin, mon chagrin s'était transformé en détermination. Je pris la route directement vers le cabinet de l'avocat de grand-mère, sans rendez-vous. « Madame Dupont », me salua l'avocat, surpris de me voir. « Que puis-je pour vous ?»« J'ai besoin de revoir le testament de grand-mère », répondis-je, « et de savoir si mes parents avaient le moindre droit légal de s'emparer de mon héritage. » Il fronça les sourcils et m'invita à m'asseoir. « S'emparer de ton héritage ? Je ne comprends pas. » Je lui expliquai ce qui s'était passé, ma voix ferme malgré la colère qui bouillonnait en moi. Son visage se renfrogna davantage à mesure que je parlais. « C'est extrêmement irrégulier, » dit-il. « Laisse-moi sortir le testament. » Il tapa sur son ordinateur et pivota l'écran, pour que je puisse le lire. Là, en noir sur blanc, « À ma petite fille, Sophie Élise Martin, je lègue la somme de 200 000 $ à transférer directement sur son compte personnel. » « Il n'y a aucun doute, » affirma-t-il. « Cet argent t'a été légué expressément, non à tes parents, non pour être distribué à leur guise. Ils n'avaient aucun droit légal sur ces fonds. Donc, ce qu'ils ont fait est illégal? Malheureusement, oui. Cela constitue une fraude, voire un vol. Ils auraient dû falsifier des documents ou tromper la banque pour détourner les AI. Fonds. Mes mains tremblaient. Je m'y attendais, mais l'entendre confirmer rendait tout plus réel. Quelles sont mes options? Tu peux intenter une action civile pour récupérer ton héritage. Le testament est limpide, tu as un dossier solide. Il fit une pause. Mais souviens-toi, Sophie, il s'agit de ta famille. Es-tu prête à affronter ce que cela impliquera? Pour vos relations. Je repensais à toutes ces années, à me sentir relégué, à travailler sans relâche pendant que j'observais Alexandre bénéficier de chances à n'en plus finir. Je me rappelais le regard de trahison non seulement quand ils m'avaient pris mon argent, mais aussi quand j'avais osé m'opposer à eux. « Quelle relation ?» dis-je. Ils ont déjà fait leur choix. Maintenant, c'est mon tour de choisir. Lui aussi acquiesça, le regard plein de compréhension. « Je peux te recommander un spécialiste en droit des successions. Veux-tu que je téléphone ? » « Oui, répondis-je, et je veux obtenir copie. » De tout. Le testament, toute correspondance, tout ce qui prouve ce que grand-mère souhaitait. Pendant qu'il rassemblait les documents, je ressentis une lueur d'espoir, quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Mes parents m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'accepterais cela comme toujours. Ils se trompaient. Je fus dirigé vers une avocate perspicace, au regard vif, nommée Caroline Lefebvre, qui ne perdit pas de temps avec des politesses. Elle examina les dossiers, posa des questions précises et, dès le jour même, élabora une stratégie. « Nous commencerons par envoyer une lettre de mise en demeure », expliqua-t-elle. « Beaucoup de cas se règlent à cette étape. S'ils ne réagissent pas correctement, nous porterons l'affaire devant les tribunaux. » J'acquiesçai et signai où il fallait. Combien de temps cela prend-il d'habitude? Ça dépend de leur réaction, répondit-elle. Mais avec les preuves que nous avons, il ferait bien de ne pas tenter de s'opposer. Le lendemain, la lettre fut envoyée. La réponse de mes parents ne vint pas sous forme d'arguments juridiques, mais par une avalanche d'appels et de messages. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» pleurait ma mère, Claire, dans un message vocal. « Nous t'avons élevé mieux que ça. »
Michel fut plus direct. Tu vas détruire la famille. Pour de l'argent? C'est ainsi que tu te définis maintenant? Je ne répondis pas. Je laissais leur panique faire écho du peu de trahison que j'avais déjà ressenti. Lorsque Caroline m'appela pour m'informer qu'il n'avait pas répondu officiellement, nous poursuivîmes avec la procédure judiciaire. J'avais prévu d'être nerveuse de poursuivre mes propres parents en justice, mais au contraire, je me sentais étrangement calme. Pour la première fois, je me battais pour mes droits. 3 jours après la signification des documents, Alexandre se présenta à mon travail. « Tu es ridicule, me dit-il, m'encerclant dans le parking. Tu n'as même pas besoin de cet argent. J'ai des... enfants, un prêt immobilier. Et une entreprise sur le point de s'effondrer, ajoutai-je. Peut-être qu'en travaillant un peu plus dur au lieu d'attendre des secours, tu ne te retrouverais pas dans cette situation. » Son visage rougit. « Tu as toujours été jalouse de moi. » « Jalouse ?» ai-je répliqué avec amertume. « De quoi? De ton droit acquis? De ta dépendance envers maman et papa? Non, Alexandre, je ne suis pas jalouse. J'en ai assez. Ils ne te pardonneront jamais, prévint-il. Je ne suis pas celle qui a besoin de pardon. » Ce soir-là, Claire appela de nouveau. Sa voix, cette fois, était moins colérique, plus apeurée. « Sophie, s'il te plaît, on peut trouver un compromis. La tension de papa est à son comble. Nous n'avons jamais voulu te blesser. Rendez-moi mon argent, dis-je simplement. Tout. Nous ne pouvons pas. Il est parti. L'affaire d'Alexandre. Alors, rendez-vous au tribunal. Interrompis-je, raccrochant. Cette nuit-là, je dormis mieux que depuis des semaines. Ils s'imaginaient que je baisserais les bras, que les liens familiaux m'empêcheraient de me battre. Ils se rendèrent compte, trop tard, que j'étais bien plus forte qu'ils ne l'avaient jamais cru. Caroline ne se contenta pas de bâtir un dossier solide. Elle déterra toute la vérité. À travers des demandes de documents et des assignations, elle révéla l'ampleur de ce que mes parents avaient fait. « Ils ont falsifié ta signature », me dit-elle lors d'une réunion en glissant un document sur la table. « Voici le formulaire par lequel ils ont redirigé l'héritage vers leur compte. Regarde, c'était censé être ta signature. » Je regardais cette imitation bâclée de mon écriture. Ce n'est même pas proche de ma vraie signature. Exactement. Et il y a autre chose, ajouta-t-elle en me remettant un autre dossier. Ils ont fabriqué une lettre, prétendument écrite par grand-mère, affirmant que, bien que l'argent soit à ton nom, il était destiné à l'usage familial, selon la discrétion de tes parents. Mes mains tremblèrent de colère. Grand-mère n'aurait jamais écrit une telle chose. Elle savait exactement qui vous étiez. La banque aurait dû le repérer, dit Caroline en secouant la tête. Mais ils ont sûrement fait confiance à tes parents en tant qu'exécuteurs testamentaires. C'était un travail bâclé de tous les côtés. J'ai avalé difficilement. Vont-ils être poursuivis pénalement? Ils le pourraient. Ce qu'ils ont fait constitue une fraude, une falsification, et possiblement un abus envers les personnes âgées, car ils ont dénaturé les dernières volontés de grand-mère après son décès. Ce sera à la procureure de décider s'il y a lieu de porter plainte. L'idée me fit tourner la tête. Je voulais la justice, sans envisager que mes parents pourraient se retrouver avec un casier judiciaire, voire en prison. « Veux-tu revoir ta position ?» proposa Caroline doucement, voyant mon expression. « Nous pourrions négocier un accord sans impliquer le volet pénal. » Je repensais à toutes les fois où ils avaient préféré Alexandre à moi, à la manière délibérée dont ils m'avaient volé ce qui m'appartenait, en espérant que j'accepterais. Je repensais à grand-mère, qui voulait me garantir un avenir sûr, et à la façon dont ses dernières volontés avaient été ignorées. « Non, » répondis-je fermement. « Je veux qu'ils assument pleinement les conséquences. Ils savaient pertinemment que ce qu'ils faisaient était mal, mais ils l'ont fait quand même. Ils se croyaient intouchables. » Caroline hocha la tête. « Alors, nous avançons. Mais prépare-toi, ça va devenir encore plus difficile avant que ça s'améliore. » Elle avait raison. Ce soir-là, je reçus un message de Michel qui me glaça le sang. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Si tu continues, tu n'auras plus de famille. » Ce n'était plus un appel au pardon, mais une menace.
Et cela confirmait tout ce que je devais savoir. Ils ne regrettèrent pas leurs actes. Ils étaient désolés d'avoir été pris. Le jour de l'audience arriva avec une étrange fatalité. Je me suis habillé avec soin dans un costume bleu, marine que j'avais acheté pour des entretiens, les cheveux tirés en arrière de manière soignée. Je voulais avoir l'air posé et professionnel, rien de tout à fait la fille émotive et déraisonnable que l'on voulait me faire passer. Le tribunal était modeste, avec des bancs en bois et un éclairage fluorescent plutôt dur. Caroline s'assit à mes côtés, m'apportant un soutien silencieux, tandis que mes parents entraient accompagnés de leur avocat, un homme visiblement pressé dont le costume semblait trop grand pour lui. Alexandre se glissa à la fin, s'asseyant, derrière eux, les bras croisés et l'air sur la défensive, évitant de me regarder. Lorsque la juge entra, un silence s'installa dans la salle. Elle était plus âgée que je ne l'avais imaginé, avec des cheveux grisonnants et des lunettes posées sur le bout de son nez. Elle examina les documents avec une précision méthodique. « Il s'agit d'un cas clair. De fraude successorale », déclara Caroline lorsque la juge lui demanda son avis. « Le testament est sans ambiguïté. Les accusés n'avaient aucun droit légal sur les fonds détournés. » L'avocat de mes parents tenta d'arguer qu'un accord verbal avait existé, que grand-mère leur avait dit que l'argent était destiné à l'usage familial. « Avez-vous une preuve de cet accord verbal ?» demanda la juge. « Non, madame la juge, » admit l'avocat. « Et cette lettre ?» demanda-t-elle en brandissant le document falsifié. « Qui l'a écrite ?» Ma mère, Claire, se tortilla sur sa chaise. Mon père, Michel, fixait le sol. « Nous pensions qu'elle reflétait les volontés de ma mère, » finit-il par dire. « Mais elle ne l'a pas écrite, » insista la juge. « Non, madame la juge. » Et ainsi, leur défense s'écroula. La juge se tourna alors vers la signature falsifiée sur les formulaires bancaires. « Madame Claire, avez-vous falsifié la signature de votre fille ?» La voix de ma mère se fit à peine audible. « Oui. » Je ne ressentis aucune satisfaction, seulement un vide. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient planifié et exécuté cette trahison en misant sur le fait que je ne lutterais pas. La décision fut ferme. Les preuves démontrent clairement que les accusés ont détourné les fonds destinés à la plaignante. Le tribunal ordonne la restitution totale de 200 000 $, ainsi que le paiement des honoraires d'avocat et des intérêts. Michel commença à protester, mais son avocat le fit taire d'un geste. De plus, poursuivez cette affaire au parquet pour d'éventuelles poursuites pénales, déclara la juge. Ce tribunal ne tolère pas la fraude successorale, surtout quand elle profite des liens familiaux. En sortant, je croisai le regard de ma mère. Il n'y avait ni compréhension ni remords, seulement la stupeur de voir que leurs actes avaient des conséquences et la colère d'avoir dû les contraindre à y faire face. La sentence aurait dû marquer la fin. Mes parents furent condamnés à rembourser chaque centime avec intérêts et frais, totalisant près de 250 000 $. Mais lorsque Caroline essaya de faire appliquer le jugement, un nouvel obstacle se présenta. Ils prétendent ne pas avoir l'argent, me dit-elle lors d'une réunion ultérieure. Ils affirment avoir tout dépensé pour régler les dettes de l'entreprise d'Alexandre et ne possèdent aucun actif liquide. Je me suis appuyé dans ma chaise sans être surprise. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous demanderons une vérification financière, les obligeant à révéler tous leurs biens. S'ils n'ont vraiment pas d'argent en liquide, nous ferons inscrire une hypothèque sur leur propriété. Vous possédez une maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. La maison où j'avais grandi, une grande demeure de 4 chambres dans un bon quartier, était payée depuis des années. Alors, c'est par là que nous commençons. Nous inscrivons une hypothèque, et s'ils ne parviennent pas à rassembler la somme, ils devront vendre la propriété pour satisfaire le jugement. L'idée me fit hésiter. Aussi en colère que j'étais, expulser mes parents de leur maison me paraissait extrême. N'y a-t-il pas d'autre solution? Ils pourraient contracter un prêt hypothécaire ou vendre d'autres biens? Mais c'est leur problème, pas le tien, répondit Caroline d'un ton plus doux. Sophie, ils t'ont volé, ils ont commis une fraude. Ne laisse pas la culpabilité obscurcir ton jugement. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Je signai les documents nécessaires pour aller de l'avant. En quelques jours, la pression se fit sentir.
Ma mère, Claire, appela, la voix tremblante entre colère et peur. « Ah, ils vont saisir notre maison, Sophie. Est-ce vraiment ce que tu veux? Nous laisser sans domicile? » « Je veux ce qui m'appartient, » répondis-je d'un ton ferme. « Trouvez une solution. Nous n'avons pas l'argent. Alors, vendez la maison. Réduisez votre train de vie, comme le font les gens normaux quand ils ne peuvent plus se le permettre. Nous parlons de l'avenir d'Alexandre. Non, c'est mon avenir, celui que grand-mère voulait pour moi. » Peu après, Alexandre appela. « Tu vas vraiment faire ça avec eux, après tout ce qu'ils ont fait pour toi? Qu'ont-ils fait exactement pour moi, Alexandre, à part me priver de ce qui m'appartenait pour te l'offrir? Tu es égoïste, te lança-t-il. C'est ton problème, répliquai-je, surprise par la froideur de ma voix. Peut-être devrais-tu te bouger un peu plus. N'était-ce pas ce qu'on nous répétait toujours? Je raccrochais, non pas avec culpabilité, mais avec un sentiment de légèreté. Des années à porter le fardeau des attentes, des déceptions et du favoritisme. Enfin, je me libérais. Une semaine plus tard, Caroline m'appela avec des nouvelles. Ils ont contracté un prêt hypothécaire. Le montant total sera transféré sur le compte séquestre vendredi prochain. La victoire avait un goût plus doux que je n'aurais pu l'imaginer. L'argent arriva dans l'après-midi de vendredi. 247 832 $ et 14 cents. La somme exacte due, jusqu'au dernier centime. Aussi précis que mes parents avaient toujours été, froid et méthodique. Je devrais ressentir une sorte de clôture. Pourtant, une agitation persistait. L'argent était de retour, mais quelque chose demeurait inachevé. Peut-être le fait que, malgré tout, ils n'avaient jamais compris leur erreur. J'ai organisé une dernière réunion avec Caroline pour signer les documents finaux et clore le dossier. En réalité, il y a autre chose dont nous devons discuter, dit-elle après que j'eus signé le dernier papier. Le parquet a décidé de poursuivre les accusations pénales pour falsification et fraude. Ils ont demandé si tu souhaitais faire une déclaration d'impact en tant que victime. Cela n'était pas prévu. L'affaire civile visait uniquement à récupérer mon argent. Les accusations pénales pouvaient mener à la prison et ternir leur dossier familial. Pourrait-il vraiment envoyer mes parents en prison? C'est possible, bien que peu probable pour des primo-délinquants de leur âge. La plupart du temps, ce serait sous forme de liberté conditionnelle et d'amende, mais ce sera public. Tout le monde saura ce qu'ils ont fait. L'idée de revoir mes parents devant le tribunal, maintenant en tant qu'accusés pénaux, ne me réjouissait pas. Cependant, qu'ils s'en tirent uniquement financièrement ne me semblait pas juste non plus. Je ferai la déclaration, décidai-je. Ils doivent comprendre que ce n'est pas qu'une question d'argent. Le procès pénal avança plus lentement que le civil. Des mois passèrent. J'utilisais une partie de mon héritage pour verser l'acompte sur une petite maison. J'investis le reste. Je changeai d'emploi et trouvai une position dans un établissement scolaire qui reconnaissait ma valeur. La vie suivait son cours. Un soir, je reçus un message d'un voisin. « As-tu entendu que tes parents vendent la maison ?» Je n'avais reçu aucune nouvelle. Depuis la fin de l'affaire civile, leurs appels et messages s'étaient espacés. Ce week-end-là, je passais dans le quartier et vis l'enseigne d'un agent immobilier dans le jardin de devant. Prix réduit était inscrit en grosses lettres rouges. Le prêt hypothécaire qu'ils avaient contracté pour me rembourser avait mis leurs finances à rude épreuve. Avec le procès pénal en cours et les frais juridiques qui s'accumulaient, ils ne pouvaient plus conserver la maison. Je ressentis un pincement au cœur. Ce n'était pas tant du regret que la triste certitude que tout avait changé. La maison où j'avais grandi, où j'avais ressenti à la fois de l'amour et de l'indifférence, allait bientôt appartenir à des étrangers. Ce soir-là, je rédigeais ma déclaration d'impact. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de vérité. L'audience pénale fut programmée pour début décembre, presque 1 an après le décès de grand-mère. Je n'avais pas revu ma famille depuis l'affaire civile, mais j'appris par des connaissances que mes parents avaient vendu la maison pour bien moins que sa valeur et avaient emménagé dans un modeste appartement de 2 pièces en ville. Quant à Alexandre, son entreprise s'était inévitablement effondrée. J'arrivais au tribunal tôt,
souhaitant être prête avant leur arrivée. Caroline s'assit à mes côtés, me soutenant silencieusement. Quand mes parents entrèrent, je ne les reconnus presque plus. Michel semblait plus vieilli, les épaules affaissées, et les cheveux de Claire, jadis soigneusement coiffés, montraient désormais plus de gris que de blond. Ils ne me regardèrent même pas. Ce qui me surprit le plus fut de voir Alexandre entrer seul, assis à l'autre bout de la salle. Son visage était crispé et il évitait tout contact visuel. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmurai-je à Caroline. Elle haussa les épaules. « Ce sont les dynamiques familiales. Peut-être te reproche-t-il la faillite de son entreprise. » Lorsque vint mon tour de prendre la parole, je montai à l'estrade d'un pas assuré. « Madame la juge, commençai-je, ce cas ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de confiance et de famille. Ma grand-mère voulait me garantir une sécurité financière parce qu'elle savait que j'avais toujours dû me débrouiller seul. Mes parents m'ont arraché cela, non par nécessité, mais parce qu'ils n'ont jamais cru que je méritais le même soutien qu'ils apportaient à mon frère. Je vis ma mère frémir. Je ne souhaite pas qu'ils aillent en prison. Je veux qu'ils comprennent leur erreur, non seulement légalement, mais moralement. Ils ont trahi ma confiance et les derniers souhaits de grand-mère, en pensant que je serais trop fragile pour me défendre. Je ne demande pas de châtiment supplémentaire, simplement que le tribunal reconnaisse que certaines blessures ne se soignent pas avec de l'argent. La juge acquiesça d'un air pensif et se tourna vers mes parents. « Messieurs, mesdames, le tribunal vous condamne à 2 ans de liberté conditionnelle, à 200 heures de travaux d'intérêt général et à suivre un cours obligatoire d'éducation financière. Ce tribunal ne peut réparer les liens familiaux, mais peut-être que le temps et la réflexion aideront. » En sortant, je fus surprise de voir Alexandre m'attendre. « Peut-on discuter ?» demanda-t-il, sa voix dépourvue de sa confiance habituelle. Nous nous assîmes sur un banc dans le couloir, à une distance gênante l'un de l'autre. « Je suis désolé, » dit-il enfin. « Pour l'argent. Pour tout. » Je le regardais, cherchant cette manipulation à laquelle je m'étais habitué. « Pourquoi restes-tu à l'écart d'eux ?»« Parce qu'eux aussi m'ont menti, » répondit-il, serrant la mâchoire. « Ils m'avaient dit que grand-mère avait légué l'argent pour moi, que c'était toujours destiné à moi. Quand j'ai découvert la vérité pendant le procès civil, je n'en croyais pas mes oreilles. Ils ont tout risqué, enfreint la loi, juste pour continuer à me donner des secours que je n'avais jamais demandés. C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre. Tu ne le savais pas ? Seulement quand il était trop tard. À ce moment-là, l'argent avait disparu et ils perdèrent la maison. Je leur avais dit qu'ils étaient seuls. Je ne peux pas réparer ce qu'ils ont fait. » Pour la première fois depuis des années, je ressentis une véritable connexion avec mon frère. Nous avions tous deux été blessés par l'amour déformé de nos parents. Lui par une indulgence excessive, et moi par leur négligence. Après l'audience, mes parents tentèrent de s'approcher de moi. Claire tendit la main, tremblante. « Sophie, s'il te plaît, pouvons-nous parler un instant ?» Je les regardais, ces personnes qui m'avaient élevé et en même temps trahi de la manière la plus fondamentale. Michel affichait un air de désespoir, et Claire, les yeux rouges de larmes. « Qu'est-ce qu'on peut bien dire ?» demandai-je. « Vous ne m'avez jamais vraiment écouté. Pourquoi ce serait différent maintenant ? Nous avons commis une terrible erreur, dit Michel. Nous le savons maintenant. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Ce que vous avez fait était prémédité. Vous l'avez planifié, exécuté, et vous avez menti. Vous avez falsifié des documents. Vous vous êtes arrêté seulement parce que vous avez été découvert. Claire essuya ses larmes. Nous t'aimons, Sophie. Tu es notre fille. S'il te plaît, ne brise pas la famille pour ça. L'ironie me fit presque rire. Je n'ai pas brisé la famille. C'est vous qui l'avez fait le jour où vous avez décidé que mon héritage vous appartenait. Que pouvons-nous faire ? Demanda Michel. Dites-nous comment arranger les choses. Je réfléchis longuement. Y avait-il quelque chose qu'il pouvait faire ? Une action qui pourrait réparer ce fossé ? Je pensais à toutes ces années de favoritisme caché, aux attentes selon lesquelles je réussirais pendant que vous sauvez Alexandre. Je pensais à toutes ces petites blessures qui avaient mené à cette trahison impardonnable.
Je ne pense pas que vous puissiez réparer cela, déclarai-je finalement. Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses ou des promesses de changement. La confiance, une fois brisée de la sorte, ne se reconstruit pas comme avant. Alors, c'est terminé? La voix de Claire se brisa. Tu as simplement décidé de couper les ponts avec nous? Oui, répondis-je avec une étonnante facilité. Vous avez fait votre choix depuis longtemps. Maintenant, c'est mon tour de faire le mien. Je me retournai et partis. Leur voix me rappelait dans le couloir, mais je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air frais de décembre remplissait mes poumons d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. En sortant du tribunal, Alexandre se tenait près de ma voiture. « Où iras-tu maintenant ?»« Chez moi, » répondis-je. « J'ai enfin ma propre maison. Une petite, certes, mais elle est à moi. » Il hocha la tête. « Puis-je t'appeler de temps en temps ? Pas pour parler d'eux, juste pour discuter. Peut-être pour repartir sur de nouvelles bases. » J'hésitais. Un instant. Alexandre et moi n'avions jamais été très proches, en partie à cause de la rivalité imposée par nos parents. Peut-être. Je ne sais pas encore. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait, ajouta-t-il. Je montai dans ma voiture et quittai le tribunal, laissant derrière moi le passé. La route devant moi était incertaine, mais entièrement mienne. Sans attente, sans comparaison. Juste l'avenir que grand-mère avait voulu pour moi. Un avenir où je pourrais prendre mes propres décisions, libre du poids d'obligations. Injustement réparties. Le printemps arriva, apportant avec lui de nouveaux départs. Ma petite maison, un modeste foyer de 2 chambres avec une véranda idéale pour un rocking chair, se remplit des fleurs que j'avais plantées. Des jonquilles et des tulipes bordèrent le chemin. Un véritable festival de couleurs, contrastant avec la peinture bleu clair fraîchement appliquée. À l'intérieur, j'avais créé un chez-moi qui m'était entièrement personnel. Des meubles confortables choisis pour leur chaleur et leur simplicité, des étagères remplies, de livres que je lisais réellement plutôt que des bibelots destinés à impressionner les visiteurs. La courte pointe de grand-mère était accrochée fièrement dans le salon, rappel constant de son amour et de son dernier cadeau. L'héritage, soigneusement investi avec l'aide d'un conseiller financier, augmentait peu à peu. J'ai remboursé mes prêts étudiants, constitué un fonds d'urgence, et il me restait encore assez pour me procurer à la fois sécurité et petits plaisirs. Pour la première fois, je ne vivais plus au jour le jour, comptant chaque centime et faisant des heures supplémentaires pour payer le loyer. Mon nouveau travail dans un établissement scolaire mieux réputé m'apportait une légère augmentation et, plus important encore, des collègues qui appréciaient ma contribution. Je me suis impliqué dans un jardin partagé, j'ai fait de nouvelles rencontres et même commencé à sortir en rendez-vous. La vie se déroulait de manière inattendue, mais accueillante. De temps en temps, j'apprenais des nouvelles de mes parents. Ils traversaient de difficiles moments financiers, occupant des emplois qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir accepter à leur âge. Leur casier judiciaire, bien que léger, limitait leurs possibilités. Ils vivaient désormais dans un petit appartement, et leur mode de vie avait été considérablement réduit. Parfois, je ressentais une pointe de tristesse, non pas de culpabilité, mais la conscience de ce que les choses auraient pu être. Alexandre tint sa promesse de m'appeler. Au début, nos conversations étaient maladroites, chacun ne sachant comment se parler sans l'intervention de nos parents. Peu à peu, nous trouvâmes un terrain d'entente, nous découvrant en tant qu'adultes, et non plus en tant que rivaux imposés par une lutte que nous n'avions pas choisie. « On demande souvent de tes nouvelles », me dit-il un jour au téléphone. « Tout le monde demande de toi. Qu'est-ce que tu leur dis ? Que tu vas bien, que tu as l'air heureuse. » Il fit une pause. « Es-tu vraiment heureuse ? Je veux dire, je réfléchis profondément. »« Je suis en paix, » répondis-je. Finalement, ce n'est pas exactement le bonheur, mais c'est bon, très bon. Ils ne comprennent toujours pas ce qu'ils ont fait de mal, admit-il. Ils en parlent comme si tout n'était qu'un malentendu, et non une fraude. Je ne fus
Pas surprise. Ils avaient passé des années à croire leur propre version des faits, qu'Alexandre avait besoin de plus, que je n'avais besoin de rien, que leurs décisions étaient toujours prises pour le bien de la famille et non selon une notion déformée de justice. « Ce n'est plus mon problème », déclarai-je avec conviction. Un soir, en regardant de vieilles photos pour un projet, je découvris une image de grand-mère et de moi lors de ma remise de diplôme universitaire. Elle rayonnait de fierté, son bras enroulé autour de mes épaules. Je me rappelais ce jour-là, comment elle m'avait emmené dîner, juste toutes les deux, et m'avait dit combien mon travail l'inspirait. « Tu ne renonces jamais », m'avait-elle dit. « J'ai toujours admiré ta détermination. » En voyant son sourire figé sur la photo, je compris qu'elle serait fière de moi aujourd'hui, non seulement pour m'être défendu, mais pour avoir construit une vie qui m'appartenait vraiment. L'héritage était important, certes, mais son plus beau cadeau avait été de me montrer que je méritais mieux que ce que j'avais accepté jusque-là. Mon téléphone vibra avec un message d'un ami m'invitant à dîner. Avant, j'aurais probablement refusé par souci d'économiser ou par obligation envers mes parents, mais cette fois, je répondis aussitôt « oui ». C'était la liberté pour laquelle j'avais combattu, non seulement la sécurité financière, mais l'espace de faire mes propres choix. En me préparant pour sortir, je me regardais dans le miroir et reconnus à peine la femme qui me renvoyait l'image. Ce n'était pas tant un changement physique radical, mais cette assurance dans ma posture, l'absence des rides d'inquiétude qui commençaient à apparaître même dans ma jeunesse. Je me sentais digne, consciente de ma propre valeur. 1 an et demi après le procès, je reçus une invitation au mariage d'un cousin. Nous étions très proches pendant l'enfance, mais avec le temps, nous nous étions éloignés, et l'invitation était accompagnée d'une note manuscrite exprimant l'espoir que j'y assisterais, malgré tout ce qui s'est passé dans la famille. Je décidai d'y aller. Il était temps d'affronter les membres de la famille. Nombreux étaient ceux qui racontaient l'histoire en me présentant comme ingrate et obsédé par l'argent. Mais la vérité avait de l'importance, pour moi, même si cela signifiait des conversations gênantes. Le lieu était une grange rénovée aux abords de la ville, décorée de guirlandes lumineuses et emplie de fleurs. J'arrivais tôt, voulant me repérer avant de peut-être croiser mes parents. Ma cousine m'accueillit avec une chaleureuse accolade. « Je suis tellement heureuse que tu sois venu, dit-elle. J'avais peur que tu ne viennes pas. Je ne manquerais cela pour rien au monde, assurai-je. Ils sont déjà là ?» Elle comprit immédiatement à qui je faisais allusion. « Tes parents ont envoyé leurs regrets. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se permettre le voyage pour le moment. » La nouvelle me frappa. Mes parents ne manquaient jamais les réunions de famille. Ils avaient toujours été ceux qui organisaient les rassemblements, les fêtes de fin d'année, le ciment de notre famille. Et Alexandre, il sera là, mais seul, dit-elle. J'ai entendu dire qu'il s'est séparé de Marie. J'acquiesçai, acceptant cette nouvelle. Encore des changements, encore des conséquences issues de cette trahison initiale. Au fil de la soirée, j'entendis des bribes de conversation sur mes parents. Une tante mentionna qu'ils vivaient désormais dans un petit appartement près du centre communautaire, où mon père avait trouvé un poste administratif. Ma mère travaillait à temps partiel dans une clinique. Ils assistaient rarement aux événements familiaux, prétextant que les voyages étaient trop coûteux. Un oncle s'approcha près de la table des desserts et me dit « J'ai lu ce qui s'est passé, le procès. Je suis désolé que nous n'ayons pas réalisé plus tôt comment il favorisait Alexandre, comment il profitait de toi. Grand-mère, Madame Madeleine, le voyait. Elle m'en avait parlé une fois, mais j'avais pensé que ce n'était qu'un drame familial. Elle serait fière que tu te sois défendu. » Ces mots résonnèrent en moi et me firent monter les larmes aux yeux. « Merci, murmurai-je. » Plus tard, en me préparant à partir, Alexandre apparut. Il avait changé, plus mince, moins soigné, mais d'une authenticité nouvelle. Nous sortîmes pour discuter à l'écart des regards curieux des invités. « Comment vas-tu ?»« Et je me débrouille, » répondit-il. « Mon divorce sera final le mois prochain. Mon entreprise a sombré. Je recommence à 0 à 35 ans. J'ai maintenant un travail normal,
comme tout le monde. J'ai compris que je n'étais pas si mauvais que ça. Et tes parents? Il soupira. Ils sont en difficulté. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ils ont construit leur identité autour d'être ces parents à succès et généreux. L'image de la famille. Parfaite. Maintenant, tout s'effondre et ils ne savent plus qui ils sont. Je hochai la tête, comprenant. Ce n'est plus notre problème. Non, acquiesça-t-il. Nous restâmes un moment en silence, laissant la musique de la fête s'infiltrer dans le calme du couloir. Tu sais, d'une certaine manière, tu m'as rendu service, finit-il par dire. J'avais besoin d'échouer pour apprendre à repartir sans filet de sécurité. Sinon, je n'aurais jamais appris à me débrouiller seul. En rentrant chez moi ce soir-là, je réfléchissais à la justice, pas celle des tribunaux, mais celle qui découle du fait que la vérité est finalement reconnue. Mes parents avaient perdu leur maison, leur statut, leurs illusions. Alexandre avait perdu son entreprise et son mariage, mais avait gagné la chance de devenir réellement autonome. Et moi, j'avais obtenu quelque chose d'inestimable, Afeab. Liberté de ne plus porter le poids, d'être toujours la bonne, qui, en fin de compte, n'était jamais assez. Au bout du compte, chacun a obtenu exactement ce qu'il méritait. Et dans cette vérité, j'ai trouvé une paix étrange.